La technique n'était pas... Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, si vous le voulez bien, nous allons commencer cette petite cérémonie par une invocation à Dionysos. Ô Dionysos, guide ma langue agile, donne à mes vers ailés les pieds légers d'Achille, souffle à ton ménestrel l'esprit du gai savoir, la logique du fou que seul le roi peut voir, et par devant la cour laisse lui l'insolence. Coule dans son pinceau le ciel de la Provence, l'éclat de sa lumière et son scintillement, la danse de l'étoile au son des firmaments. Donne-lui la mer lisse où nichent les alcyons, flamme, grâce et génie, divine perfection, alléluia. Nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, ceci n'est pas une conférence. C'est ce qu'aurait pu dire René Magritte, sauf que René Magritte parlait de pipe. Et moi non. J'ai déjà parlé de pipe lors de ma conférence, la dernière conférence qui a eu lieu en 2006. Donc ceci n'est pas une conférence, c'est en fait, on pourrait dire une représentation d'une conférence, mais attention, parce que dans conférence, il y a... Voilà, dis donc, vous êtes fort, hein. Il y a errance, et c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons errer entre les thèses philosophiques et les commentaires ou explications de ce dessin. Alors, Dionysation des anges de Bruegel, d'abord, qui est Dionysos? Dionysos n'est pas Bacchus. Bacchus est un dieu très simple, c'est le vin, l'ivresse, tout le monde a compris. Bacchus n'est qu'une pâle copie romaine du dieu grec. Le dieu grec, Dionysos, est très compliqué. C'est un dieu ambigu, le dieu de la rencontre des contraires, le dieu du théâtre, bref, on pourrait presque dire que c'est le dieu de la complexité. Alors, dans les temps très reculés, Dionysos était un dieu agraire, arbustif, agraire. Donc, c'est le dieu de la fertilité, donc c'est le dieu du cycle des saisons, printemps, été, automne, hiver, et par extension du cycle de la vie, naissance, croissance, décroissance, décrépitude même, mort et renaissance. C'est le dieu du cycle, si vous voulez. Donc c'est vin, ivresse, gueule de bois du lendemain, et le soir on recommence. Alors donc c'est le dieu de la nature, donc un côté un petit peu écolo si vous voulez, et en tant que, alors oui, dieu de la fertilité des sols, mais aussi de la fertilité des femmes. Donc en fait c'est le dieu de la fécondité. Alors lors de certaines fêtes dionysiaques, qu'on appelait des phallophories, on portait un phallus, un énorme phallus, dans toute la ville. Non, c'est parfaitement authentique. Non, mais vous avez l'air de penser, non. Donc, on portait un énorme phallus dans toute la ville. Et c'est au cours de l'une de ces phallophories que des édiles particulièrement astucieux avaient installé en haut du phallus, à l'intérieur, une grosse outre pleine d'eau et un système de catapulte qui permettait, au moment voulu, d'envoyer une giclée d'eau en l'air et ainsi d'arroser la foule en chaleur. Alors on peut dire que ce système donnait au phallus un réalisme tout à fait saisissant. Alors le récit de ces phallophories, ouais, parce que sur la catapulte, là c'est pas authentique.
Le récit de céphalophorie sera bientôt mis en ligne sur le site www.lemenestrel.com. Tiens, fais voir un peu le... Là, avant de sortir, vous prendrez donc un petit marque-page là, pour que vous puissiez retenir le nom du site. Où est-ce que j'en étais Alors, le récit de céphalophorie sera bientôt mis en ligne sur www.lemenestrel.com et vous l'aurez vraiment, je vous incite à le regarder parce que la fin de la fête, c'est une orgie absolument épouvantable, une population généralisée c'est-à-dire en tant que dieu de la nature, Dionysos s'oppose aussi plus ou moins aux constructions humaines. Alors vous avez le lierre, qui est la plante typiquement dionysiaque, qui est capable de détruire tous les temples, en quelques années. Mais surtout aux constructions humaines intellectuelles. Dionysos, c'est le sensitif contre l'intellectuel. Et donc il s'oppose à toute construction, tout méta-récit, comme disent les postmodernes, toute morale, toute la doxa, les lois, même en fait c'est un subversif, il est subversif, il est étranger, il est voilà. Alors oui, sensitif, c'est ça. Donc il est en fait, contrairement à tout arrière-monde possible, Dionysos vit, enfin le dionysiste en tout cas, vit dans le monde actuel, le monde qui nous entoure. Et avec toutes ces contingences, le bonheur et le malheur, et le beau et le laid, et la rencontre des contraires. Et donc il aime son destin. Ça c'est la mort facile de Nietzsche, et donc il vit dans ce monde. Alors il y a une notion qui est très importante pour comprendre Dionysos, c'est la notion de l'énergie vitale. Donc l'énergie vitale, c'est celle qui permet de vivre le plus intensément possible, de vivre une certaine abondance, feinte ou réelle, une exaltation, comment dirais-je, une exaltation éventuellement jusqu'à la France. Cette énergie vitale, naturellement, a un caractère sexuel, parce que, en relation avec la fécondation, et donc cette énergie est procréatrice, mais plus généralement, elle est créatrice. Et c'est Nietzsche qui nous le dit, c'est Dionysos qui tient le crayon de l'artiste. Alors je vais vous lire une citation d'un psychologue de grand renom qui sur ce thème de l'énergie de l'homme. L'énergie dionysiaque insufflée à l'artiste a pour effet de le faire bander. Son art, de le faire bander son art, oui. De le faire bander son art pour projeter son œuvre au-dessus des contingences de la vie quotidienne. Voilà. Moi, cette histoire d'art, c'est bien pensé, je pense. Alors, l'énergie vitale, il y a des tas de philosophes qui ont développé ce thème, et notamment Spinoza. Baruch Spinoza. Alors Spinoza appelait cette énergie conatus. Conatus en latin veut dire il n'y a pas de traduction. Alors c'est imbécile, je veux vous dire, il faut faire du latin. Il faut faire du latin et du grec. Le latin et le grec sont à l'essence de notre civilisation. Et toute mesure prise pour diminuer le latin et le grec à l'école est une mesure destructrice de notre civilisation. Et j'espère que les politicards actuels voudront bien détricoter les mesures, non pas le tour, mais les mesures prises par la petite alors, Hubert le Menestrel,
va faire des discours, il est en état de théorie. Ça veut dire quoi? Il est en état de théorie, mais bon, c'est pour faire rigoler les gens. Et en fait, voilà. Jamais on En aurait fait, tout ce que je pensé dis est extrêmement sérieux. Et je vais vous le prouver. Je vais vous prouver que la destruction de notre civil, enfin, la mondialisation des civilisations serait une catastrophe planétaire. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Claude Lévi-Strauss, l'un des plus grands anthropologues et philosophes du XXe siècle. Claude Lévi-Strauss, raciste, hein. Je vous lis la citation pour rendre un peu crédible tout ce que je vous dis. La lutte, écoutez bien, la lutte contre toutes les formes de discrimination participe de ce même mouvement qui entraîne l'humanité vers une civilisation mondiale, destructrice de ces vieux particularismes auxquels revient l'honneur d'avoir créé les valeurs esthétiques et spirituelles qui donnent son prix à la vie. Oui. Bravo. Oui, alors conatus, ça veut dire effort. Et donc le conatus, c'est l'effort fait par tous les êtres vivants pour vivre le plus intensément possible. C'est l'effort fait par la feuille d'arbre pour se tourner vers la lumière et éventuellement au détriment de la feuille d'à côté. La vie est faite de concurrence et de compétition. C'est bon pour Et donc, il faut s'efforcer, il ne faut pas déconnater. Alors, la vie est faite de contraires. Hein, et cette tendance dionysiaque consiste à rapprocher les contraires, plutôt à accepter les contraires. Le beau et le laid, le réel et l'imaginaire, le vrai et le faux, etc. Et là, nous sommes dans un philosophe très connu qui est Héraclite. Alors Héraclite est un philosophe tout à fait génial qui a énormément influencé Friedrich Nietzsche et Hubert le Ménestrel. Alors, quand on parle d'Héraclite, on cite toujours, n'est-ce pas, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Oui, alors parce que l'eau du fleuve n'est pas à couler entre les deux fois, et donc c'est pas exactement le même fleuve, et donc voilà, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. En fait, cette citation d'Héraclite est celle qu'a recopié Platon. Et en fait, il a honteusement tronqué cette citation. Car la citation réelle, complète d'Héraclite, c'est Potamois tois autois en bainomen, tekai uk en bainomen, eimen tekai uk eimen. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus profond. C'est un caractère ontologique qu'il n'avait pas du tout la citation de non, il y a des personnes qui demandent que je parle. Alors, vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas ce que veut dire conatus, et vous savez ce que veut dire alors ça veut dire dans le même fleuve, nous descendons et nous ne descendons pas. Amen, tekai uk amen, nous sommes et nous ne sommes pas. C'est-à-dire que, c'est pour ça que c'est ontologique, c'est-à-dire que, c'est tout à fait justifié, nous sommes en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement. Vous qui êtes là, vous avez une identité, vous avez un nom, un prénom, mais vous êtes en perpétuelle évolution. Lorsque vous allez passer cette porte pour sortir, vous serez quelqu'un de légèrement différent. Vous serez quelqu'un de légèrement différent de quand vous êtes entré, vous vous serez considérablement enrichi d'esprit. Du moins, j'espère. Alors, moi j'aime beaucoup les philosophes présocratiques parce qu'ils avaient tout à inventer. D'ailleurs, ce n'était pas vraiment des philosophes, c'est plutôt des physiciens qui avaient à comprendre la foudre, l'eau, etc., les éléments. Et savoir s'ils existaient ou pas. Il y a énormément de présocratiques qui parlent de l'essence de l'homme. Et alors, donc, il y a un disciple d'Héraclite qui s'appelait Cratyle,
qui disait non, 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 on ne peut pas descendre 2 fois dans le même fleuve, mais on ne peut pas descendre une seule fois non plus. Parce que vous comprenez, l'eau coule, voilà, ça change tout le temps, tout bouge, donc il n'y a pas d'essence de l'être, et donc on ne peut pas descendre dans le fleuve. Et alors, en poussant ce raisonnement à bout, il était arrivé à dire, on ne peut rien dire. Alors, moi je suis assez réaliste, ça fait énormément rire. On peut rien dire, mais on peut quand même bouger les doigts. Alors on peut imaginer Cratyle sur l'agora d'Athènes, venant faire un discours, et faisant quelque chose comme ça. Voyez, on comprend tout de suite qu'il était misogyne, et que la population, ça a du bon. Alors, il m'arrive dans mes discours d'être, comment dire, je parler assez librement de sexe. C'est tout à fait dans l'esprit dionysique, n'est-ce pas? Comment dirais-je, le sexe est quelque chose de tout à fait naturel. C'est la procréation. Et donc, c'est en fait principalement le christianisme qui a fait du sexe un tabou. Et c'est ce que dit Nietzsche dans Par-delà le bien et le mal, là, c'est le christianisme a fait boire du poison à Eros, il n'est pas mort, mais il est devenu vicieux. Voilà. Ah non, mais ça, là, justement, c'est l'aphorisme 168 de Par-delà le bien et le mal. Alors donc, moi je me situerai beaucoup plus dans la peau de ce philosophe présocratique qui c'est pas Héraclite, c'est un autre, qui faisait l'amour avec sa femme en public, sur la place publique. Et il disait, mais non, pourquoi c'est tout à fait naturel, pourquoi vous vous étonnez, c'est quelque chose, on n'a aucune raison de se cacher pour faire ça, on est en train de procréer, de prolonger l'espèce, c'est tout à fait naturel et normal. Bon, alors moi je verrai ça avec ma femme après la conférence. La rencontre des contraires, ça comprend la rencontre du bien et du mal, et donc de toute morale. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dionysos rejette toute morale convenue, voilà, et c'est un étranger, il a sa propre morale à lui. Et cette posture tout à fait antidoctrinaire, tout à fait, comment dirais-je, anticonformiste, peut conduire à une certaine forme qu'on pourrait appeler folie, entre guillemets. Alors ça n'est pas la folie qui conduit à l'asile, c'est la folie contre la raison souveraine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le sensitif contre l'intellectuel. En fait, cette folie-là, c'est celle dont Erasme fait l'éloge. Et Erasme, l'éloge de la folie, c'est un petit livre très facile à lire, que je recommande à tous, parce que c'est à la fois profond et drôle. Donc, mesdames et messieurs, le mélange détonnant d'énergie dionysiaque créatrice et de cette folie, entre guillemets, détonnant, on pourrait même dire foudroyant, porte un nom, c'est le génie. Alors voilà, nous avons ainsi, comme disaient les orateurs, brossé à grands traits, n'est-ce pas, ce que pourrait être une philosophie dionysiste, avec donc l'amour de la nature, l'amour de la vie et de son intensité, l'acceptation des contraires et l'effort pour vivre plus intensément. Alors vous comprenez que cet effort, cette philosophie va tout à fait à l'encontre, c'est moi qui sonne? Non. Va tout à fait à l'encontre des tendances actuelles qui sont individualistes, nombrilistes, n'est-ce pas? On fait des selfies, on se soigne, on se passe des onguents anti-rides, alors que bien entendu, voilà, c'est le vieillissement, c'est tout à fait naturel, c'est la vie. On soigne avec des huiles essentielles, totalement superflues. Essentiel, superflu. Et oui, comme soin, on soigne.
prends soin. Alors je ne vais pas jeter la pierre parce que je dois dire que même moi je moins. Enfin, ça me plaisait, mais bon, ça m'a plu. En fait, plus je moins, moins ça m'a plus plu. Le plaisir de moindre est moindre. Alors maintenant, je moins moins. Sauf quand il fait froid, je moins plus. Mais maintenant, je moins moins et ça m'a plus plu de moins. Alors, en fait, en plus, c'est difficile de soindre le dos. Alors, il vaut mieux être deux personnes. Alors, donc, avec ma femme, nous nous joignons et nous nous soignons. L'un l'autre. Alors, l'un moins le dos de l'autre, et l'autre soigne les seins. Si, parce que les seins, ça soigne. C'est même tout à fait sensuel. Au vent tiède du soir, elle entr'ouvre ses voiles. De ses seins, il voit poindre les pointes qu'il va oindre en leur moindre recoin. C'est romantique. Enfin, mesdames et messieurs, si vous voulez vous soigner en vous soignant, c'est vous soignons. Moi, je m'en loin les mains. Alors, nous allons passer au tableau. Ça s'appelle la chute des anges rebelles. Donc c'est un épisode très connu de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Vous avez les anges, les bons anges qui luttent contre les anges déchus et contre le dragon. On le voit quasiment plus, le dragon, hein, quand on le montre. On voit ses pattes. Attendez, si ça monte, je peux vous montrer ses pattes. Tiens, là, il y a une patte. Donc, mais peu importe, c'est pour vous dire que ce dragon, à cette tête, est le même que celui dont j'ai parlé dans ma conférence de 2006. C'est pour vous dire que j'assure la continuité. Donc, alors, la dionisation des anges de Bruegel, ça commence évidemment par leur sexuation. Alors, donc, vous avez un ange ici, là, qui a été donc qui est transformé en ménage, n'est-ce pas, avec des beaux seins. Et juste au-dessus, vous avez un autre qui a été masculinisé et qui joue de l'aoulos, au bois à 2 tuyaux, qui est tout typiquement dionysien. Cette sexuation a donné l'occasion à l'artiste de s'opposer violemment contre la tendance actuelle à l'androgynie. Les modèles qui présentent la mode actuellement ont pour mensuration idéale 0 poitrine. Et elles marchent comme des automates, et en plus, elles tirent la gueule. On leur a appris à tirer la gueule pour effacer toute trace qui pourrait rester de charme féminin. Le charme féminin est un concept qui est maintenant politiquement incorrect. Et sans parler de l'éternel féminin, qui alors est hors la loi quasiment. Depuis Simone de Beauvoir, non, il n'y a pas d'éternel féminin, ça n'existe pas. Pour lutter contre cette tendance, c'est la raison pour laquelle ce soir n'ont été invitées que des femmes très charmantes. Certains qui hochent la tête, d'autres non. Alors messieurs, donc, profitez-en, mais attention, il ne faut pas draguer. Hein. La drague est devenue quelque chose, enfin le harcèlement est devenu tout à fait interdit, et donc vous avez après le lynchage médiatique sur Internet, donc voilà, plus besoin de justice.
Mais alors donc il ne faut pas draguer, mais il ne faut pas maltraiter les femmes non plus, parce que la misogynie, je l'ai entendu l'autre jour sur France Culture, est apparentée au sexisme, et le sexisme est un délit. Donc j'espère bien qu'il n'y a pas ici ce soir de personnes des renseignements généraux, parce que sinon le ménestrel... Alors, donc certains anges ont été voilà, sexués, et d'autres... Alors il y en a qui ont été animalisés, hein. Il faut bien viser avec ça, hein. Ici, vous avez ça, donc, et d'autres végétalisés, ici, là. Donc, si vous voulez, c'est pour exprimer donc le grand tout de la nature, voilà, homme, animal, plante, le grand tout de la nature. D'autres ont été robotisés. Alors, en fait, vous avez l'archange Saint-Michel qui domine complètement la construction de Bruegel, et là on le voit quasiment plus. Bon, ça fait partie de la technique de Holover, hein, bon, voilà. Donc, là, alors, pourquoi robotiser? Parce que il est impensable que Dieu, s'il existe, hein, ne profite pas des progrès scientifiques. Et donc il est tout à fait normal que Dieu, c'est une armada des serviteurs qui sont entièrement mécanisés. C'est pourquoi j'ai robotisé plusieurs... enfin, là, ici, il y a un autre robot. Alors, je me suis adressé... pour robotiser l'archange Saint-Michel, un spécialiste mondial de la robotique industrielle, qui nous a fait le plaisir de venir ce soir, et qui a dit, non, là c'est pas un robot, ça ressemble plus à une pelle mécanique. Et pourquoi? Parce que les robots, je ne le vois pas d'ailleurs, ce spécialiste. Ah. Donc, parce que les robots sont mus maintenant, ont des articulations qui sont entièrement mues maintenant par des moteurs électriques asynchrone. Alors là, donc, c'est de l'hydraulique, et vous avez même, quelqu'un l'a remarqué, j'étais très content de voir que les gens ont regardé le dessin, l'hydraulique a une fuite. Hein. Alors, c'est pas grave, parce que Dieu va y pourvoir dans la prochaine révision, qui a lieu tous les 25 siècles, il n'y a pas de problème. L'archange est muni de pieds très ingénieux. Où est-ce qu'ils sont là? Par là, non? Voilà, sa jambe, et donc il doit y avoir un pied au bout. Et de l'autre côté, très ingénieux avec des multiventouses qui permet de s'appuyer sur le ventre du dragon. Parce que donc, Bruegel, lui, il n'avait pas pensé à un problème mécanique de taper des glaives en volant. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, alors, l'archange est muni aussi ici d'une verge télescopique. Alors il était question, pour l'application du principe de précaution, de mettre un petit panneau avec ne pas stationner, danger de coup de boutoir. Oh. Ah oui, en cas d'érection instantanée. Hein. Mais bon, à cette échelle, le panneau aurait été trop petit. Alors en fait, donc, la construction de Bruegel au départ est une construction dualiste, n'est-ce pas? Vous avez en haut, vous avez le ciel, les bons anges, et en bas, l'enfer, donc le bien et le mal, le bien et le mal. Et donc c'est dans cette optique dionysiste de rencontre des contraires que ici, donc, les bons anges ont été un peu dégradés, et les mauvais anges rendus le plus sympathique possible. Alors, le plus sympathique, alors, par exemple, ici, là, vous avez plutôt, mais puis le chien du manège enchanté. Hein. Mais il y a Dingo aussi, non? J'ai vu Dingo. Je suis en train de m'emmener de façon... Et alors, donc, dans Bruegel, les anges déchus choient, hein, ils tombent. Et dans le ménestrel, les anges non déchus déchoient. Alors, le choix de Bruegel, bon, ça c'est son choix, hein, et le choix de ménestrel, c'est son choix aussi. En fait, le choix de faire choir les anges déchus ou de déchoir les anges non déchus sans qu'ils choient, sont deux choix qui sont totalement opposés sur le plan philosophique. Alors les anges élus, là,
avec leur glaive, là vous en avez un, bon c'est devenu un avion en réaction pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, hein. Et donc les anges élus luttent, et les anges déchus chutent. Donc les élus luttent, les déchus chutent. Les élus luttent, les déchus chutent, c'est facile à retenir, hein. C'est encore une histoire de dur lutte, non? Et donc, les anges rebelles, là, les mutins, en tombant, ils passent devant les bons anges, et donc les bons anges se font passer par les mutins. Refais-nous-le. Alors, en général, je ne mets pas de contrepétrie dans mes discours parce qu'effectivement, ça passe au-dessus de la tête des gens. Tu peux nous la refaire, celle-là? Et donc, si vous voulez bien, levez la main ceux qui ont entendu une contrepétrie. Refais-la, on a entendu quelque chose. Bravo, monsieur, merci. Je n'ai quand même pas travaillé pour rien. À toi aussi? Tu peux le redire parce qu'on a loupé. Quand même. Alors, il est strictement mal élevé d'expliciter les contrepétries. Je ne vais certainement pas le faire. Non, mais tu peux la Non, mais tu peux la redire. Tu peux la redire, ça va faire plaisir à certains qui n'ont pas compris. On n'a pas entendu. La fin de phrase n'a pas été entendue. Exactement. Mais tu l'as Ah, redit. pardon. Tu l'as redit. Je disais que donc, les bons anges se font passer par les mutins. Eh oui. Ah oui, bah oui. Ah oui, quand même. Quand même. Quand on entend, c'est tellement plus facile. Ouais. Quand même. Alors, il y a du point de vue de l'histoire de l'art, en fait, il n'y a pas trop d'historiens d'art ce soir. Ils sont encore défilés, hein. Du point de vue de l'histoire de l'art, il est très intéressant de constater que Bruegel n'a dessiné absolument aucun organe sexuel dans son tableau. Bon, alors sauf ici vous avez une très grosse moule, hein. Mais par contre, il a dessiné un très grand nombre d'anus. Enfin, d'Annie, on devrait dire au pluriel, hein. Non, il ne s'agit pas de mon ami Annie, qui a quand même revendu sa place au Met pour venir ce soir. Merci Annie. Il ne s'agit pas non plus, bien entendu, de l'Annie qui aime les sucettes. Donc, nous allons laisser là la grivoiserie de Serge Gainsbourg et ne parler que de la grivoiserie de Pieter Bruegel, qui est en fait celle de son époque, hein. C'était ça. Alors vous avez des anus avec qui émettent des gaz, hein, un peu, il y en a moins, mais des anus, moi j'étais tous dessinés, donc je sais combien il y en a, hein. Mais donc qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Voilà, non. Bon, alors, les historiens d'art, ils feront leur chou gras de tirer des conséquences sur la sexualité de Pieter Bruegel. Moi, c'est pas mon boulot. Alors, vous en avez un particulièrement ici, là. Voilà. Vous voyez. Alors, c'est un homme dont les pattes sont en train de se transformer en crevettes, n'est-ce pas? Et qui, effectivement, émet des gaz. On peut dire que ce monsieur n'est pas prêt d'atteindre la quintessence de la plénitude. Avec un grand cul et un petit P. Alors parmi les monstres extrêmement, tout à fait charmants, alors vraiment charmants, vous avez ici, là, c'est un autoportrait. On t'avait reconnu. Alors l'artiste s'est représenté avec un entonnoir sur la tête. Alors on peut se demander si l'artiste se considère lui-même comme fou. Et en fait, cet entonnoir est typiquement boschien. Enfin, d'ailleurs, il y a de nombreux monstres pour lesquels Bruegel s'est inspiré de Jérôme Bosch, hein. Bon. Donc, est très boschien. Et en fait, Jérôme Bosch ne considère pas que ce soit un signe de folie, exactement. La preuve, c'est que dans le tableau représentant l'extraction de la pierre de folie, où on voit un pseudo-chirurgien qui trifouille dans le cerveau d'un pseudo-fou, en fait, ce n'est pas le fou qui porte l'entonnoir, c'est le chirurgien. En fait, si vous voulez, pour Jérôme Bosch, l'entonnoir est un signe d'illusionnisme, de charlatanerie ou d'illusionnisme.
Mais enfin, moi je ne prends pas pour un charlatan, mais par contre, l'illusion, c'est le travail de l'artiste. Ouais. On est d'accord, hein, tout artiste est un illusionniste. Alors, dans Ainsi parlait Zarathustra, vous avez Nietzsche, d'un illusionniste ou d'un bouffon. Qui de grandeur fit ici une chanceuse quête? Rien qu'un bouffon. Ô bouffon, la chance. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le tableau? Alors oui, là il y a un truc qui est tout à fait dionysiste, c'est le soudard ici, le soudard, voilà, là, il a une fourche violente, et à cette fourche est suspendue une boule de verre. Alors c'est tout à fait dionysiste, c'est la rencontre des contraires, hein, de l'extrême fragilité contre l'agressif. Et donc ici, dans ces petites sculptures-là, vous avez des monstres qui sont plus ou moins laids et plus ou moins agressifs, mais qui sont d'une fragilité extrême. Hein. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas vous appuyer sur l'étagère, parce qu'elle est branlante. Alors alors un mot sur les drapés. Donc l'artiste, vous savez, les drapés, c'est quand même le morceau de bravoure de l'artiste. Alors il y en a beaucoup, et l'artiste s'est donné beaucoup de mal pour faire ces drapés. Il y en a plusieurs qui ont été représentés sur des dessins qui sont dans la pièce du haut là. Bon, ils sont beaux, hein, mais enfin ils sont pas aussi beaux que ceux de Léonard, hein, Da Vinci. Bon, cela dit, s'ils sont 10 fois moins beaux, hein, bon. Comme un dessin de Léonard, ça vaut 800 000 €, faites le calcul. Hein. Alors, sur l'un des dessins qui est là-haut, qui représente la vache qui rit, là, vous avez ici, où est-ce qu'elle est, la vache qui rit? Là, ici, là, voilà. La vache qui rit avec son turban qui se déroule, là. Alors, donc, il a été reproduit là-haut. Malheureusement, il y a une petite erreur sur l'un des dessins où j'ai écrit la marque en majuscule alors qu'elle est en fait en minuscule. Alors la personne qui achètera ce dessin bénéficiera d'une petite réduction de 10 €. Alors l'une des dernières choses, c'est que alors pour faire ce all-over, vous avez compris que le système du all-over, c'était aussi pour détruire la construction de Bruegel. Alors donc il y a plusieurs trous, notamment dans le ciel, qui ont été bouchés par des nouveaux monstres. Des monstres ménestréliens donc. Et alors là, lors de la grande rétrospective d'Hubert le Ménestrel, qui aura lieu en 2013, les historiens d'art se régaleront, n'est-ce pas, à inventorier les monstres typiquement bruegeliens, les monstres transformés et les monstres ménestréliens. Mais alors, par contre, vous qui êtes là, vous pourrez voir dans la pièce du haut, on comprend très vite comment on passe justement d'un monstre bruegelien à un monstre ménestrélien, notamment avec les 4 ou les 5 sous-arts que j'ai refait là. Je crois que j'ai fini sur les commentaires du dessin. Alors, je vais conclure. Vous avez compris que ceci n'était pas une conférence avec un débit de science du premier degré, ni vraiment un amusement du deuxième. J'espère que vous aurez donc pu apprécier la profondeur des thèses que j'ai exposées, une profondeur qui, je n'irai pas jusqu'à qualifier d'abyssale, d'autant que, naturellement, pour la circonstance, je suis vêtu d'habits propres. Alors, d'abyssal, d'habits propres, nous sommes évidemment au stade de l'almanach Vermeaux. Je sais qu'on va m'en faire le reproche, mais l'almanach Vermeaux a un côté cathartique. Comment dirais-je, c'est simple, voilà, ça fait rire parce que c'est simple. Il y a deux sortes de rire.
Je t'aime pour ton rire, ô Silène divin, ton rire gros et gras, des orgies et du vin, mais encore bien plus pour ton rire léger, celui du sage qui, des sommets enneigés, contemple les humains, leur infinie bassesse, leur désir de pouvoir, de gloire et de richesse, et le sage s'en rit, et son rire ruisselle sur l'alpage inviolé et son herbe pucelle. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, ces vers magnifiques sont tirés du 69e chapitre de l'Évangile de Silène, qui a été mis en ligne sur YouTube, qui est un chef-d'œuvre de sermon sensualiste, enfin un chef-d'œuvre à mon échelle, hein. Un chef-d'œuvre de sermon sensualiste qui a recueilli un nombre de likes tout à fait impressionnant, à savoir un like. Alors je remercie la personne qui me l'a mise, c'est toi? Je remercie la personne qui me l'a mise. Voilà, un chef-d'œuvre, un like. Héraclite disait, enfin plutôt c'est Nietzsche qui le rapporte, bon, que m'importe ma gloire, une gloire auprès de mortels qui se renouvellent sans cesse. Alors c'est un petit peu orgueilleux, mais ce qui me concerne, vous aurez compris que je pratique l'autodérision, qui est un sport qui ne se pratique qu'au second degré. Je vous convie à regarder donc le site www.lemenessin.com. Il y en a trop dedans. Et donc j'ai réuni les textes dans un petit livret. Dionysos existe, je l'ai rencontré. Et donc on peut l'acquérir à la sortie de la salle. Vous mettez 13 €, mais si vous n'avez pas la monnaie, vous mettez 10, 20 ou 50, peu importe. Et vous prenez votre exemplaire, vous le mettez dans vos toilettes. Enfin, pas dans les toilettes, sur l'étagère. Parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas lire d'un coup, il faut lire par petits bouts. Alors maintenant, je vous convie, c'est à boire un verre de l'excellent château de Beaupré, à la santé de Raymond et Cathy Gall, et du 200 RD10 qui nous ont accueillis ce soir. Merci à tous.